bonjour, je m'appelle Yves Citon et on va faire une conversation aujourd'hui avec Jacques Perconte sur des questions d'écologie des images, de leçons des images, de qu'est-ce que certaines images, en l'occurrence celles de ce cinéaste contemporain, peuvent nous apprendre sur les images, sur le monde, sur peut-être notre situation historique, notre rapport à la technologie. Et donc moi je suis très heureux et honoré de pouvoir faire cette conversation avec Jacques Perconte. On va parler d'un de ses films en particulier qui s'appelle Étrique, dont justement l'image qu'on commente est extraite. Et en quelques mots, moi ce qui m'intéresse, parmi les choses qui m'intéressent dans le travail de Jacques Perconte, il y a de nous faire aller alors soit au-delà, soit en deçà de l'image représentation. D'habitude, on regarde une image et on voit un mouton, on voit un arbre, on voit un visage. Là, Jacques Perconte fait tout un travail qui nous montre l'image transaction, ce que Ingrid Holz, par exemple, dans un article de Multitude a appelé l'image transaction, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe comme dispositif technique qui permet à l'image de circuler au-delà de sa représentation. Et ce qui m'intéresse, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, ce qui m'intéresse vraiment chez Jacques, c'est que ces dispositifs techniques de pixels, de granularité, qui sont des conditions pour qu'on voit ce qui s'affiche, on voit ces conditions elles-mêmes qui s'affichent elles-mêmes, et Jacques nous aide non seulement à les voir, mais je dirais à en profiter, à en jouir, à voir autre chose en plus de ce qu'on voit habituellement en termes de représentation. Et de nouveau, une des idées de cette série de conférences, je crois, c'est de réfléchir à des questions d'écologie, de rapport entre les images qui circulent, ce qu'elles font à notre environnement, ce qu'elles disent et ce qu'elles montrent de notre environnement. Et là, il y a une idée à moi qui me plaît lorsque je regarde les images de Jacques Perconte, c'est de nous faire sentir non tant les objets à capter ou les objets de ressemblance qu'on peut identifier, euh, mais les textures qui permettent à ces objets d'émerger. Et une des idées que j'ai envie de proposer à Jacques, qui l'acceptera ou pas, c'est qu'il nous permet de développer des attentions au monde à travers des images qui seraient des attentions pas seulement extractivistes. Alors je vais juste essayer de dire ce que j'entends par attention extractiviste, et là je me base sur deux philosophes canadiens qui s'appellent Erin Manning et Brian Massumi, qui ont fait un très très bel article dans Chimère il y a quelque temps, qui s'intéresse à la façon dont des personnes catégorisées comme autistes percevraient le monde. Et dans cette espèce d'opposition qu'ils disent eux-mêmes beaucoup trop brutale et trompeuse de perception neurotypique ou perception neurodiverse autiste, ils proposent de voir la perception neurotypique comme centrée sur ce qu'ils appellent des affordances. Ils prennent ce mot d'affordance qui est un petit peu particulier, mais qui dit quoi? Qui dit que lorsque je vois par exemple une image d'une tasse de thé, c'est une image d'une tasse, mais tout de suite, je transforme les couleurs, les formes, etc. en un geste. Une image de tasse de thé ou une tasse de thé, ça me dit mon bras, ma main va s'avancer, je vais mettre les doigts dans la tasse et je vais boire. Lorsqu'on voit une image d'un stylo, là j'ai un petit stylo, l'image ou le stylo, ça appelle une action. Hein, c'est ce que Gibson appelait une affordance, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ben, avec ça, on peut écrire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une tasse? On peut boire ce qu'il y a dedans. Donc, la conscience neurotypique ou la perception neurotypique verrait dans le monde des affordances. Qu'est-ce que je peux faire avec les choses? Et au contraire, la perception neurodiverse ou autiste percevrait autre chose que Brian Massumi et Erin Manning appellent justement des textures. Et moi, lorsque je regarde certains films de Jacques Perconte, en particulier celui Ettrick dont on va parler, voilà, il me semble qu'on est justement dans cette perception des textures qui sont là partout, mais qu'on efface, qu'on occulte, parce qu'on regarde ce qu'on peut faire avec les choses, on regarde des affordances. Et dernier mot, après je laisse la parole à Jacques pour savoir s'il se reconnaît là-dedans ou pas. Ces textures, c'est aussi un petit peu la matière du monde, ou c'est ce qui reste quand on essaye de ne pas se laisser obnubiler par des figures. On peut dire que c'est le fond, on peut dire que c'est la matière, on peut dire que c'est la texture,
Et moi, je vois des liens très forts entre ce que la modernité nous a appris à faire, à savoir de tout repérer en termes d'affordance, qu'est-ce qu'on peut en faire, combien ça peut rapporter, en quoi c'est productif, en quoi ça génère du profit, euh, et une autre attention qui serait écologiste, qui serait justement pas obsédée par l'extraction d'utilité, par l'extraction de profit, mais qui s'ouvrirait à une perception des textures. Je ne sais pas, Jacques, si tu te reconnais dans cette construction un petit peu bizarre sur ce que tu fais ou pas du tout, et on va voir un peu d'images et on va discuter. Bah, je trouve pas ça bizarre du tout parce que d'une part, je pense que ça euh, rend assez explicite des choses que j'essaye de faire depuis longtemps. En tout cas, de là où viennent mes intentions. Et si je remonte au plus loin de mes souvenirs par rapport au cinéma, il y avait cette question que je voyais les films, j'étais très très cinéphile, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que cette impression, c'était que ben, je voyais quelque chose qui n'avait pas lieu devant moi, et que je voulais voir l'image en fait. Et je voulais avoir une espèce de conscience de ma situation de spectateur beaucoup plus forte, euh, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui prenne lieu dans la salle de cinéma, que mon expérience soit celle de la salle de cinéma véritablement au premier degré. Et en fait, quand j'ai essayé de faire mes premiers films, je faisais de la fiction, et j'y arrivais pas du tout parce que je n'avais pas compris ce truc-là. Et donc c'était un peu en vain que je faisais des tentatives, euh, jusqu'au moment donné où j'ai commencé à comprendre que il fallait que l'image fasse surface, euh, et qu'elle devienne le vecteur du sujet véritablement, mais pas en tant que quelque chose de transparent, mais en tant que quelque chose qui produit une résistance, et qui du coup est extrêmement visible, et à travers lequel on a un peu de mal à voir le sujet. Alors l'idée, c'était pas de ne pas rendre visible le sujet, mais c'était de rendre visible la trace qu'il provoque dans l'image. Et que le véritable sujet, ça soit la relation du monde aux images. Et que c'est ça que je raconte dans mon travail. Euh, et, euh, et plus généralement, avec le temps, c'est devenu la relation du monde à l'image, puisque la plupart du temps, dans mes films ou dans mes installations, l'image est un flux, et il n'y a pas de séparation d'un plan à une autre. Et donc c'est une prise comme ça, technique, technologique du monde, dans laquelle il y a des choses qui vont se rencontrer et qui vont glisser au travers du temps. Donc, c'est évident, tu vois, que je me retrouve dans cette idée d'avoir une approche non extractiviste, parce que à la fois, je cherche pas vraiment à raconter des histoires, en tout cas, je cherche pas à produire les causes d'une histoire, euh, et, euh, et du coup imposer des résultats euh, dans les choses que je vais filmer. Et ça, je l'ai compris vraiment en travaillant le paysage, puisque ben, tout ce qu'on veut filmer, soit on s'arrête jusqu'à que ça apparaisse, soit on doit en faire l'abandon, quoi. Parce que Et là, peut-être justement, on peut rentrer dans le film Ettrick. Peut-être que tu peux nous dire un petit peu ce film particulier qui est, alors tu fais plein de choses très très diverses, mais ce film particulier, il y a justement un certain rapport au paysage, hein. Il y a une histoire un petit peu. On rentre dans une voiture, on imagine une Jeep qui est en train de se promener dans un certain paysage en Écosse. Euh, et puis on voit aussi, donc là on pourrait se dire, c'est justement pour l'écologie, voilà, c'est de la nature, c'est des forêts, il y a un ciel, etc. Et on voit des moutons, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose comme de l'industrie, et cette forme particulière et de nouveau un peu historique, là, c'est pas l'histoire qui est en train de se passer, mais c'est l'histoire peut-être de l'Occident, avec des machines à tisser qui font justement des tissus, qui fabriquent quelque chose.
Et donc, comment est-ce que tu as, enfin, pourquoi Ettrick? Qu'est-ce que c'est que Ettrick? Et comment ce film-là et ce paysage-là et le fait que, alors peut-être on va peut-être voir quelques images du film. Il y a, dans ce film-là, enfin, comme beaucoup de fois, bon, bien sûr, il y a des choses que je dois écrire pour produire et puis pour euh, donner une forme par écrit au film. Mais c'est totalement différent de ce qui se passe dans la réalité, puisque le film se fait au fur et à mesure de mes voyages, un peu à l'aventure. Et ce qui s'est passé dans ce projet-là, donc il est venu, hein, j'étais invité à un festival, j'ai commencé, qui avait lieu dans le sud de l'Écosse, à Hawick, qui s'appelle Alchemy. Euh, je suis allé là-bas, après 2 jours de séance de cinéma, j'ai fini par aller me balader et puis commencer à filmer un peu autour de moi. Et c'était très beau. Et tout de suite, j'ai demandé à mon producteur euh, en rentrant en France de retourner là-bas parce que j'avais envie de travailler. Et j'ai filmé pendant 3 ans cette région de l'Écosse. Euh, et rapidement, je me suis rendu compte que toutes les choses étaient réellement interconnectées, quoi. Il n'y avait pas une séparation entre euh, une campagne très désertique, assez rude, dans laquelle il y a d'immenses forêts, mais qui sont des forêts d'exploitation, dans laquelle il y a ces vallées assez incroyables qui sont très pelées, sur lesquelles on va trouver les moutons, euh, mais qui historiquement en fait étaient soit pas là, soit étaient des forêts, et qui ont été rasées avec le temps et puis avec les moutons. Et puis l'industrie textile qui historiquement est là-bas, puisque c'est la région du Tweed, hein, qui est une rivière qui coule dans ces vallées, et qui a un moment historique. Et du coup, on se raconte des histoires quand on va là-bas. Puisque quand on voit tous ces moutons et qu'on se dit que c'est une région industrielle autour de la laine, on pourrait croire qu'il y a un lien entre les moutons et la laine. Mais en fait, il n'y en a aucun. On pourrait croire que c'est les grandes forêts qui sont là-bas sont des forêts endémiques, mais elles ne le sont pas. Et, euh, et, mais il y a quelque chose qui était assez incroyable dans mon expérience systématiquement, c'était cette question des textures et de la couleur, puisque les textiles écossais, ils avaient vraiment quelque chose de très fort avec la lande écossaise. Dès que je voyais le paysage en mouvement, je retrouvais toutes les couleurs qu'on retrouvait dans l'histoire des textiles là-bas. Et effectivement, bah, les couleurs, elles sont extraites de la nature, des fleurs, des plantes, tout vient de ça. Et, euh, et donc, du coup, j'avais besoin de construire un film où tout allait glisser à l'intérieur, hein, j'avais besoin d'indifférencier le mouton, la colline, le métier à tisser, l'usine et ainsi de suite. Mais en même temps, l'activité fait que les formes se dégagent. Elles émergent de cette masse-là texturelle, quoi. Et on reconnaît très rapidement ce qui se trame à l'intérieur de l'image. Et comme donc on peut assez facilement lire de façon un petit peu métaphorique le tissage et les machines à tisser comme ce que tu fais toi avec tes images, tu traces aussi des choses, et en même temps ce qui me semble intéressant, donc voilà, ça, texture, fabrique, etc., il y a plein de mots qui font ça, et en même temps j'imagine que ton travail à toi avec des pixels, c'est quand même très très différent de ce qu'on peut faire avec la laine ou avec un film. Et dans quelle mesure, il me semble que c'est à la fois un bel exemple de matérialité pour justement faire comprendre sensiblement, hein, enfin, c'est aussi théorique, mais c'est pas conceptuel, c'est vraiment faire sensiblement ce que c'est qu'une texture d'image, et en même temps, j'imagine que c'est très trompeur. Dans quelle mesure c'est pas trompeur, justement, de se dire qu'il y a voilà, des métiers à tisser qui font des choses comme ça. Est-ce que les pixels, parce que moi j'ai cette vieille idée que la télévision c'est quand même un truc qui se promène un petit peu comme en labour en champ, donc jusqu'où est-ce que cette métaphore nous aide à comprendre ce qui se passe dans des images pixelisées, à partir d'où ça nous trompe, et comment tu conçois ton travail, parce que souvent dans ton travail, dans ce film-là aussi, il y a la texture, mais il y a aussi l'espèce de nuage. Et moi je pense à ce théoricien des médias que j'aime beaucoup qui s'appelle Willem Flusser,
qui parlait beaucoup de granularité, mais qui parlait aussi de nuages de points. Et quand je vois tes films, je vois à la fois la texture, je vois le grain, les pixels, la granularité, et je vois souvent des nuages. Il y a une sorte de devenir nuage de l'image dans certains de tes films, et il me semble dans certains moments aussi de Hattrick. C'est très trompeur comme c'est très réaliste, quoi. La question de la trame, elle est présente puisque ce sont des images qui sont matricielles. Donc elles sont figées dans une structure de points qui sont les pixels dont tu parles. Euh, Après, c'est très trompeur parce que je n'actionne absolument pas ça. Euh, je travaille avec la compression vidéo, c'est-à-dire la façon dont les images sont encodées pour transporter la vidéo et la reproduire et la stocker. Et là, ce sont des mathématiques qui synthétisent l'image, qui essayent euh, comment dire, d'avoir une économie assez forte de moyens pour trouver un compromis entre une espèce d'idée de la qualité, et qualité qui est envisagée en fonction de logique psychovisuelle, mais compromise avec des dispositifs de simplification mathématique. Donc il y a comme ça deux mondes, un monde d'approximation et un monde où l'approximation n'existe pas, quoi. Donc ils se rencontrent les deux. Et en fait, il y a longtemps, je me suis rendu compte que la compression vidéo, que ces outils-là avaient de forts potentiels plastiques, de forts potentiels texturels, parce que il y avait une énorme dégradation de l'image qui était euh, véhiculée par la technologie d'économie de moyens, euh, et qu'il y avait des dispositifs qui permettaient de protéger cette dégradation de l'image. Donc il y avait des astuces, il y avait des dispositifs qui permettaient de maintenir une lisibilité de l'image, de maintenir une forme, une structure dans laquelle l'image persiste. Et qui avait des moyens de jouer avec ça et de gérer plus ou moins la persistance de l'image à l'intérieur de sa structure. Euh, et de jouer avec cette question de la présence du sujet, de la qualité du sujet, cette dimension qualitative de persistance du sujet au sein de l'image. Et, euh, et donc, il y a plein de façons de le faire. Et les outils qu'on a à disposition euh, sont des surcouches d'autres outils qui ont des possibilités immenses de configuration, mais seulement on n'y accède que très rarement, puisqu'il faut mettre les mains un petit peu dans la machine sans aller trop loin. Je ne suis pas un génie des mathématiques, loin de là. Je suis beaucoup plus un bricoleur. Mais en commençant à mettre les mains dans ces outils, on peut arriver à produire des manières de restituer l'image qui sont soit euh, extrêmement texturelles, extrêmement physiques, où on voit véritablement des blocs qui s'entrechoquent les uns les autres et qui viennent se séparer, hein, avec des histoires de zones de contraste très fortes où il y a des ruptures entre les espaces qui donnent des impressions de matière à cause de ces contrastes, et d'autres manières de faire qui, elles, vont être beaucoup plus nuageuses, qui vont être beaucoup plus liquides, où on est dans l'approximation systématique. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de zone de frottement, il y a toujours des zones de pondération entre, par exemple, un intérieur, un extérieur, une zone sombre, une zone foncée. Donc les choses coulent à l'intérieur de l'image. On arrive malheureusement, je crois, au terme de cet entretien qui est trop court. Moi, j'aimerais bien parler avec toi pendant des heures. Juste peut-être la dernière chose, en t'entendant maintenant, j'étais parti un petit peu, moi, des textures, du tissu, après les nuages. Et en t'entendant parler du fait que tu joues avec de la dégradation, des phénomènes de compression
que Rito Steyer, qui travaille maintenant avec Beaubourg, je crois qu'il doit faire une exposition, a bien théorisé dans son manifeste pour l'image pauvre. Et j'entends un petit peu maintenant une sorte de combat. Tu parles de blocs qui s'entrechoquent. C'est comme s'il y avait une sorte de bataille, de résistance entre de la compression qui appauvrit, des résistances de persistance qui essayent de refaire des choses, et que ce qu'on voit dans les films de Jacques Perconte, c'est aussi une sorte de combat de différentes modes d'existence ou différents modes de communication ou modes peut-être de vectorisation aussi de l'image numérique. Est-ce que tu te reconnais dans Alors, cette dimension de oui, bataille et de c'est une forme combat de ou pas du combat, tout? si tu veux. Il y a eu vraiment, je pense aussi, une énorme évolution, pas dans mon activité, mais dans le langage que j'utilise, puisque euh, j'ai fini par me rendre compte, et ça fait peut-être plus d'une dizaine d'années maintenant que j'ai abandonné ce langage lié à destruction, dégradation, glitch, erreur, que des choses qui réduisent en fait, et qui manifestent des formes d'impossibilité ou d'insuffisance, tu vois, ou d'impuissance. Au contraire, moi, je suis beaucoup plus parti maintenant dans des histoires de révélation. Et pour moi, je suis en train de construire quelque chose de très positif, tu vois. Euh, et en ce sens-là, euh, l'idée, c'est justement d'être dans une attitude euh, qui ne relève pas du tout de l'usage vis-à-vis de ces outils-là. Je suis dans la relation, une relation qui se construit avec le temps, et je fais très attention depuis toujours à ne pas les apprendre par les savoirs, c'est à les apprendre par l'expérimentation. Et quand l'expérimentation, je commence à la maîtriser, à ce moment-là, je fais rentrer des savoirs dans les connaissances des manipulations pour comprendre ce que je suis en train de faire. Et ainsi et comme ça, être plus précis et ainsi de suite. Donc du coup, c'est pas, tu vois, c'est pas vraiment un combat, c'est plutôt une relation qui se construit dans le temps. Euh, et, euh, et j'ai toujours eu cette idée-là que, et c'est une idée qui vient de la première fois, elle a été exprimée par Pip Chodorov, qui me disait, donc qui est distributeur, qui est un cinéaste, qui est quelqu'un qui défend le cinéma expérimental depuis très longtemps, et qui me disait d'un de mes films qui s'appelle Huichette, qui était tourné en mini-DV, donc un format peu défini, euh, et que j'avais travaillé après avec la compression, et qui me disait que j'augmentais la résolution des images, que je faisais exploser l'image, et qu'on avait l'impression qu'elle était partie de quelque chose qui était flou et peu défini, pour arriver à quelque chose qui était très intense et extrêmement riche. Et il y a vraiment pour moi cette intention-là, tu vois, qui est un combat politique contre les outils, mais je dirais même plutôt un combat politique contre les usages avec ces outils-là et contre les attitudes, qui sont des attitudes, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait, et ce que tu proposes dans ton travail, des attitudes purement extractivistes, c'est-à-dire que ces outils-là, n'étant utilisés que pour euh, ce qu'ils proposent comme conséquence, eh bien, ils sont jamais, ils peuvent pas être créatifs, quoi. Ils peuvent pas, enfin, en tout cas, ils peuvent pas permettre à la personne de créer quelque chose. Et c'est la principale raison pour laquelle les conversations techniques que j'ai avec plein de gens de par le monde depuis des années sur quel est le secret de mon travail, quel est le secret technique, parce que souvent les gens ils bloquent sur ce truc-là, mais le seul secret technique que j'ai, c'est justement d'avoir cette attitude de ne pas attendre quelque chose des tentatives que je fais. Et de ne pas utiliser de recettes ou quoi que ce soit, quoi. D'avoir vraiment un rapport comme ça, assez détaché d'un résultat autre que celui qu'on connaît par l'expérience. Ce qui permet de ne pas être dans une pensée du dispositif systématiquement, pas une pensée comme ça n'évalue principalement que la façon dont on va pouvoir faire les choses par rapport aux résultats qu'on envisage. Ok. Je crois malheureusement qu'il faut qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, Jacques. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, peut-être en guise de fausse conclusion. Souvent, on se sent pris
par l'emprise du numérique, l'emprise de toutes ces nouvelles technologies. Et toi, il me semble que tu fais vraiment le geste que moi je valorise complètement dans le type de travail artistique que tu fais, qui est de surprendre les choses dont on se dit qu'elles nous prennent. Et là, tes films sont toujours pleins de surprises. C'est très très difficile d'imaginer ce qui va se passer même dans les 10 secondes qui suivent. Et c'est non seulement des surprises, un petit peu d'émerveillement, de révélation, comme tu disais, de révélation sur les choses, sur les Alpes, sur l'Écosse ou sur l'image elle-même, mais aussi des surprises, justement d'une sorte de surpréhension, de se dire qu'on a aussi une capacité de faire quelque chose avec ces technologies et qu'on l'oublie un petit peu trop dans l'état d'esprit, il me semble, maintenant avec le numérique ou avec Internet, qui ne résonne qu'en termes de capture, d'aliénation, de je ne sais pas quoi. Donc merci beaucoup pour ton Merci travail, Robert. pour les surprises et les joies qu'il nous donne, et pour cette attitude face aux techniques que je crois vraiment tout à fait nécessaire, plus aujourd'hui peut-être que jamais avant. Merci beaucoup, Jacques. Merci.